direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Luc Barré nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Barré. Bonsoir. Je suis toujours aussi fan de votre livre, Une vie, De Gaulle, l'homme de personne, 1890-1944, aux éditions Grasset. Un monument, je vous l'ai déjà dit, ravi de vous accueillir à nouveau. Dans cette semaine où on a entendu le président de la République prendre longuement la parole. Le général le faisait aussi. Il l'a fait peut-être même plus souvent qu'Emmanuel Macron, avec un système qui était un peu différent, parce que les questions étaient connues à l'avance, c'est ce que vous nous avez rappelé. Hein. Oui, les questions étaient connues à l'avance, mais il n'y avait pas d'interdit sur les questions. Il y a même eu des questions sur comment allez-vous, mon général, enfin des questions qui l'amenaient à parler, y compris de la mort, éventuellement. Donc il n'y avait pas d'interdit, mais il y avait une organisation bien particulière qui faisait que d'abord il y avait... On venait, en fait, les conférences de presse, on venait pour entendre cet exposé magistral que De Gaulle faisait, non pas sur l'infertilité, non pas sur le port d'un costume à l'école, mais du nombre sur de patients par médecin, par consultation. Non, pas du tout, c'était les grandes orientations économiques, sociales, étrangères, etc. Et c'était d'ailleurs, et on voyait, d'abord, ces conférences de presse étaient apprises par cœur, enfin les réponses étaient apprises par cœur. Il avait cette habitude depuis longtemps, et ses cours à l'école de guerre, il n'y avait pas de papier, il y avait quelques notes. Et donc, c'est d'où l'origine de ces exposés magistraux, parce qu'aujourd'hui, quand on les relit, ce sont des véritables textes, mais où il posait les problèmes fondamentaux. Alors, et aussi où il exposait sa vision de la France. On va l'écouter, c'était en 1965, c'était pas une conférence de presse, c'était une interview. Voilà l'idée que se faisait le général de Gaulle de notre pays, une vision qu'on n'a peut-être pas très bien entendue mardi soir à l'Élysée. Vous me parlez de l'idée que je me fais de la France, ce n'est pas un sujet nouveau. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être. Il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il y a même là quelque chose d'extraordinaire. Dans nos malheurs, on s'en aperçoit tout de suite. Et quand nous sommes heureux, prospères, glorieux et forts, on s'en aperçoit aussi, dans la mesure où les gens nous regardent avec envie. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Voilà, il faut qu'elle soit la France. C'est pas il faut qu'elle reste la France. C'est ça, tout le changement est là. C'est-à-dire quelque chose d'essentiel, l'essence d'un pays, l'âme d'une nation. Et c'est pas qu'elle reste la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une espèce d'obligation de rester pour qu'elle serait compromise. Non, mais qu'elle décline surtout, ça veut dire qu'elle décline. Donc il y a quelque chose qui... Alors, il y a une vision à la fois politique, philosophique, sentimentale, presque littéraire de la France, et en tout cas très personnelle. C'est ce qui manque manifestement au président de la République actuelle et à un certain nombre de ses prédécesseurs, c'est d'être habité par l'idée de la France. Et ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est que ce n'est pas une idée de la France hexagonale, non, comme on essaie souvent de nous la vendre, ou une France frontalière, une France protectionniste. C'est la France, le rayonnement de la France, la culture de la France dans le monde. Il avait compris une chose essentielle, c'est que la France n'était jamais autant la France que quand, au Liban, en Amérique du Sud, au Vietnam, elle faisait entendre sa voix. C'est tout ça qui a été d'ailleurs au passage perdu. Eugénie Bastier, oui, du Figaro. On vit depuis la seconde élection d'Emmanuel Macron une forme de crise politique permanente. Et je m'interroge sur la responsabilité des institutions créées par le général de Gaulle de la Ve République dans cette espèce d'effet de crise démocratique que nous vivons. Est-ce qu'il n'a pas créé des institutions qui, certes, étaient taillées à sa mesure, qui étaient faites pour lui, mais qui, dans les mains de ses successeurs, ont été gâchées? Et on dit souvent qu'il faut revenir à l'esprit de la Ve, mais qu'est-ce que des institutions qui survivraient par leur esprit? Puisque le propre des institutions, c'est justement de faire un cadre qui survive au-delà des personnes qui l'utilisent. Et je m'interroge sur la faiblesse, en fait, de ces institutions aujourd'hui, quand on voit effectivement l'hyper-présidentialisation qu'elle provoque. Jean-Luc Barré. Non, moi je pense une chose, c'est que les institutions, on ne va pas les bricoler en fonction de la médiocrité des gouvernants.
Si il y a des gouvernements médiocres, vous allez faire des institutions médiocres. On dira au moins là, c'est adapté. Non, c'est des institutions qui sont le fruit d'une longue histoire. Au fond, on a des institutions qui sont à la fois une sorte de république monarchique, parce que c'est une sorte de synthèse de deux histoires. On a connu d'autres institutions, mais qu'est-ce qu'il y a comme substitut ? C'est ou la 5e, ou c'est le retour, une sorte de 4e, d'ailleurs, vers lequel on est en train de revenir. Regardez les dégâts déjà que provoque le fait de ne pas avoir de majorité stable à l'Assemblée. Ça, c'est la 4e République. Heureusement que les institutions empêchent une sorte d'instabilité supplémentaire. Moi, je pense que le problème, c'est pas les institutions, c'est les hommes qui dirigent. Si on appliquait aujourd'hui les institutions telles que le général de Gaulle les a définies, et on les a beaucoup bricolées à travers le temps, là aussi, quinquennat, etc. Bon, bref, si on respecte ça, c'est-à-dire un président qui préside, qui a un domaine régalien. C'est l'esprit réservé. Si rien n'oblige le président à... C'est la réalité des institutions. Oui, c'est l'esprit, voilà, si oui, vous parce voulez, mais qu'il c'est a tendance à prendre le plus de place, le pouvoir. Il y a un chef de pouvoir... gouvernement qui gouverne, voilà. Bon, Oui. Déjà, s'il y avait ça, mais on a assisté quand même l'autre jour, il y a quelques jours, avant-hier, à la mort, pour moi, à la mort en direct du chef du gouvernement. Je pense qu'il n'y a plus de chef poste de Premier ministre, ça existe plus. Non, ça n'existe plus. Alors au moins, disons-le, mais c'est une réforme institutionnelle très dangereuse parce qu'au fond, ce qui agaçait tous les adversaires du général de Gaulle, c'est une phrase de Malraux qui est très juste, au fond, de Gaulle les a empêchés de jouer. Avant de Gaulle, on jouait avec tout cela, et évidemment, ça a donné des situations de crise permanente. C'est contraignant, c'est rigoureux, les institutions de la 5e, mais je ne vois pas quel est le substitut, sinon un bricolage supplémentaire. Un régime présidentiel. Et après, Éric, un vrai régime présidentiel. Jean-Sébastien, allez-y. Oui, je pense qu'on peut rentrer dans une réflexion. Je rejoins ce que dit Eugénie Bastier. Malgré tout, c'est très taillé sur la légitimité personnelle et historique qu'avait le général de Gaulle. Il y a peu de gens qui peuvent se prévaloir d'une telle légitimité aujourd'hui. Mais je voulais vous poser une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un point commun, certainement de vision assez différente de la France entre Emmanuel Macron et le général de Gaulle, mais quand même un point commun, à savoir qu'il préfère peut-être la France aux Français. Alors, sur des modalités différentes, mais on se souvient de la phrase du général de Gaulle sur les Français sans défaut, et on voit aussi qu'Emmanuel Macron, dans sa manière de s'adresser aux Français, bien souvent considère que les élites font tout ce qu'elles peuvent et que malheureusement, les Gaulois réfractaires empêchent la France d'avancer. Écoutez, il y a une différence majeure. Je pense que de Gaulle avait constaté avant-guerre, il a constaté après, la faillite des élites en France face aux grands événements. Donc il n'y avait pas chez de Gaulle la moindre complaisance à l'égard des élites. Et il y avait une sorte d'ironie à l'égard des Français parce qu'il les connaissait, qu'il disait toujours ils sont très prompts à se diviser, etc. Bon, et il les avait vus sous Vichy notamment. Mais fondamentalement, il a un respect du peuple. Et d'ailleurs, un des génies, pour moi, des institutions de la 5e, c'est de préserver ce lien direct entre le président de la République et le peuple qui élit le président. Donc, après, c'est l'art de savoir parler au peuple et d'avoir cette espèce de rapport au peuple qu'on l'a ou on ne l'a pas. Et quelles que soient les institutions, d'ailleurs, ça ne changerait pas. Moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale. C'est De Gaulle est un homme... Regardez les déplacements en province qu'il faisait, la façon dont il parle au Français. Vous avez vu cette conférence de presse, la simplicité du vocabulaire. Tout le monde peut comprendre exactement ce qu'il dit. Il y a quelque chose de charnel dans ce qu'il dit, et très accessible à tout le monde. Là. Oui, du général, pardon, pas d'Emmanuel Macron. La conférence de presse qu'on a... Malheureusement. Non, mais on a vu une conférence de presse tout à l'heure. Et ça me frappe beaucoup, cette façon de parler, de s'adresser aux Français, leur dire voilà ce qu'est la France. Que l'idée de la France, qu'il s'est faite, parfois ait été... Ça a été le cas en 69, ça a été le cas en 68, et été blessé au fond par l'attitude des Français, le vote des Français. Bon, d'une certaine manière, je pense qu'il le savait. Et au fond, la France, pour lui, ne pouvait être réelle que quand elle était grande. Alors, parfois, la hantise de Gaulle, c'était la médiocrité. Et il craignait la médiocrité après lui. Alors, Éric Nolot. Moi, j'ai lu que le siège d'Emmanuel Macron avait été surélevé de 20 cm de manière à ce que la proportion entre le buste et son buste et le bureau soit la même que De Gaulle. Alors, je vous pose cette question. Est-ce que De Gaulle, le gaullisme, est condamné à être ce genre de totem, je rappelle cette anecdote qui est un peu ridicule, ou alors le gaullisme en tant que tel, pas seulement le symbole et la proportion entre un buste et un bureau, peut revenir aux affaires. Est-ce que c'est une référence obligée, mais au fond une référence un peu légère qui reste au niveau des symboles? Attendez, vous avez entendu la phrase hallucinante qui consiste à dire on va faire gaullien. On va faire gaullien, mais ça veut dire quoi exactement? Mais c'est ma question, figurez-vous. Non, mais oui, bien sûr. Mais donc vous avez la réponse presque à votre question. C'est-à-dire qu'on va faire gaullien dans des bricoles, dans les objets, dans la com. En fait, dans la com, c'est uniquement ça. Là où je précise d'ailleurs que le général de Gaulle était un maître de la communication, mais pas la communication qu'on apprend ou qu'on vous apprend.
Oui, enfin, vous savez, quand on arrive à Londres en 1940, on est confronté à une radio et il faut apprendre déjà la communication. Et après, c'est un homme de théâtre, donc c'est impressionnant la manière dont il maîtrisait la télévision en homme de théâtre. Voilà. En occupant l'écran. Oui, en occupant l'écran. Et avec sa espèce voix, de présence physique, de voix, qu'il avait déjà exercée dans des conférences qu'il faisait. Travailler, oui, incontestablement, comme un grand acteur travaille son texte. Bon. Mais je veux dire, vous avez parfaitement raison. En fait, le fond des choses, si on veut revenir au gaullisme, un mot d'ailleurs que le général de Gaulle n'aimait pas, je précise, donc c'est pas non plus une école de pensée, c'est plus des réactions à des événements et surtout une vision des choses. Mais si on veut faire cela, revenons aux fondamentaux et non pas uniquement aux gadgets. La Constitution, on parle beaucoup de réviser la Constitution, de revenir au peuple, de donner la parole au peuple par le biais du référendum. C'était un usage tout à fait accepté par le général de Gaulle. Ô combien ? C'était un exercice naturel, ça participait de cette relation au peuple, mais elle avait une condition, c'est que le président de la République tenait compte du résultat du référendum, et en tenir compte, ça voulait dire remettre en cause son pouvoir. C'est vous dire qu'on est loin de ça. S'il s'agit de faire des institutions, on a déjà vu ça à travers divers... c'est un plébiscite, en fait. Voilà, oui. Non, c'est pas un plébiscite, c'est dire est-ce que vous avez toujours confiance en moi ? Est-ce que je peux aller plus loin dans les réformes ? Est-ce que nous sommes d'accord ? Quand il crée les conditions d'une élection présidentielle au suffrage universel, il demande son accord. Sur l'Algérie, ça a été très utile d'avoir l'accord, parce qu'il y avait chez de Gaulle, on peut dire les choses telles qu'elles sont, une défiance assez spontanée et naturelle à l'égard du Parlement. Mais il n'empêche qu'il a respecté le Parlement. Et des partis, Jean-Luc Barré. Et des partis, tout en, et ça c'est aussi une différence avec Emmanuel Macron et d'autres, en faisant en sorte que les partis, il avait conscience d'une chose, lui qui n'était pas un républicain né, si je puis dire, que la démocratie fonctionnait à travers un système qui est celui, non pas des partis, mais une règle qui voulait qu'il y avait des familles politiques. Sans ça, il n'y avait rien. Et c'est pour ça que sous la Résistance, en accord avec Jean Moulin, il a rendu aux partis politiques leur place au sein du Conseil national de la Résistance. Mais il s'est toujours opposé au régime des partis, mais sous la Ve, sous de Gaulle, tous les grands partis sont présents. Le Parti socialiste, le Parti communiste, le mouvement gaulliste, etc. Et tous ces grands partis ont disparu et les extrêmes n'occupaient pas la place qu'ils occupent aujourd'hui. Donc le danger de faire disparaître les partis, c'est de faire monter les extrêmes. Alors, votre livre est paru il y a quelques semaines, il connaît un succès tout à fait mérité, selon moi en tout cas. Est-ce que parmi vos lecteurs, il y en a qui découvrent quelque chose de nouveau, d'inattendu sur De Gaulle par rapport... C'est une figure historique évidemment très connue, qui a été examinée sous toutes les coutures, mais est-ce que vous avez des retours de vos lecteurs qui vous montrent que vous avez éclairé peut-être quelque chose de moins connu chez De Gaulle ? Oui, je ne vais pas vous répondre non, naturellement, hein, mais je vous dis oui, parce que ce que l'on me dit qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on découvre l'homme De Gaulle. On découvre derrière l'espèce de totem, comme vous disiez, ou de monstre sacré, de personnages quasi intouchables. Hier, quelqu'un me disait, mais on voit aussi ses faiblesses, on voit aussi sa mélancolie, ses hésitations. Donc je crois lui avoir rendu une part d'humanité. Voilà. Sa dépression même. Oui, sa dépression. Et puis je parlais aussi de sa vie sentimentale, donc c'est pas non plus un homme qui était indifférent à ces choses-là. Et tout ça a nourri le personnage de De Gaulle. Il n'y a pas de Gaulle sans la mélancolie, il n'y a pas de Gaulle sans les hésitations, il n'y a pas de Gaulle sans l'intransigeance, il n'y a pas de Gaulle sans la vision. Mais tout ça fait un tout, et ce qu'on me dit, c'est cela en général, c'est qu'on a dépassé au fond la légende pour aller vers peut-être plus de vérité humaine et historique. Il n'y a pas, Jean-Luc Barré, de Gaulle sans autorité non plus. Non. À la voix, rien qu'à la voix, l'autorité est là. Bien sûr. Et c'est pas celle d'un acteur. Hein. Non, je dis pas que tout est joué. Mais... je dis simplement, l'autorité d'abord, il était un militaire, mais il avait surtout le sens de l'autorité de l'État. Vous savez, chez De Gaulle, c'est jamais l'homme qui s'exprime, c'est jamais l'homme De Gaulle, c'est le personnage qu'il a créé de Gaulle et qui incarne quelque chose. Il y a une incarnation, et c'est vrai qu'il a créé les institutions pour qu'elles soient incarnées. Et si elles ne le sont pas, ou si elles sont mal incarnées, à ce moment-là, effectivement, il y a un problème. Alors, justement, sur l'incarnation, et on parlait de la conférence de presse, est-ce qu'il vous revient en mémoire une réplique que le général de Gaulle aurait utilisée vis-à-vis d'opposants de l'époque, qui qualifierait Emmanuel Macron aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il aurait eu, lui, envie d'en dire ? Bon, écoutez, non, ça je ne veux pas le faire parler. Non, mais pas le faire parler sur Emmanuel Macron. Non, mais je pense que... Il a eu des répliques, il savait aussi
avoir des répliques extrêmement cinglantes sur ses opposants de l'époque. Oui, il avait dit de François Mitterrand, il l'appelait l'arsouille. Enfin, c'est pas, il n'était pas tendre. Il n'était pas tendre à l'égard de ses. Non. Et l'arsouille, c'était pas forcément une injure d'ailleurs. Mais contrairement à ce que vous croyez, non, c'est pas vrai. Mais il y avait des mots, il avait des mots très durs. Mais il avait aussi un respect de ses opposants. Le même à l'égard de François Mitterrand, par exemple, quand il a su un certain nombre d'affaires, il a interdit qu'on s'en serve contre lui parce qu'il pensait qu'il avait un destin national. Donc, moi, je pense, je vais peut-être vous surprendre. Je pense que face à un type comme Emmanuel Macron, face à un homme comme Emmanuel Macron, pas un président, un homme comme Emmanuel Macron, il aurait sans doute apprécié aussi ses qualités. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on est en train de rater peut-être une des dernières chances, en tout cas pour les années qui viennent, d'avoir un homme il avait beaucoup de qualités pour être un très bon président. Et qu'est-ce qui lui a manqué au fond? C'est ce que vous avez très justement souligné hier, c'est la vision. Et ça, effectivement, alors ça, il y a une chose qui ne s'apprend pas, c'est la vision. Absolument. Mais ce qui est intéressant, Eugénie quand on Bastier. regarde la vie de De Gaulle, c'est que c'est quelqu'un qui a été extrêmement clivant toute sa vie, que ce soit vis-à-vis il a clivé vis-à-vis à l'extrême droite, il a clivé aussi une partie de la gauche avec mai 68, une jeunesse qui est descendue de la rue contre lui, contre ce qu'il représentait. Et pourtant, aujourd'hui, il fait quasiment l'unanimité dans le paysage politique. On est passé d'un homme extrêmement clivant à un personnage quasiment consensuel, unanime. Ça laisse peut-être de l'espoir pour Emmanuel Macron dans quelques années. Non, c'est tout le monde entendu, parce que il est d'abord De Gaulle était clivant pour des raisons extrêmement. C'est la guerre d'Algérie. Enfin, je ne dis pas que les sujets ne sont pas sérieux aujourd'hui. Bon, enfin, être clivant sur la réforme des retraites, c'est moins grave que d'être clivant sur la guerre d'Algérie ou sur des grandes questions comme ça, ou sans parler de la. Emmanuel Macron suscite une la deuxième guerre chez une certaine partie de la population. C'est vrai, mais il y a aussi une forme. De Gaulle était lucide là-dessus, une forme assez spontanée, une tendance assez naturelle chez les Français à rejeter ce qu'ils ont aimé, voire à couper la tête du roi. Ça, ils savent faire. Et d'ailleurs, ils l'ont rejeté lui-même. Mais clivant, il l'a été. Vous avez raison de dire qu'on l'a oublié, et c'est toute l'origine du malentendu. Parce qu'être gaulliste aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire non seulement une référence au passé, mais une certaine attitude par rapport à l'histoire, une certaine vision des choses, quelques principes. Voilà. Et tout ça, si ça n'est pas là, en effet, on n'est pas. Mais on a dépassé ça, parce qu'au fond, c'est la seule référence qui nous reste, historique. Bien sûr. Alors on en use, on en abuse, on pille d'héritage, et on ne sait plus ce que l'on dit, au fond. Voilà, on en est à faire gaullien. Bon. Et pour retrouver ses repères, on lit votre livre De Gaulle, une vie, l'homme de personne de Jean-Luc Barré. Merci beaucoup d'être venu ce soir aux éditions Grasset, bien sûr. Merci d'être venu évoquer la mémoire de ce grand homme qui nous passionne toujours autant. Merci Jean-Sébastien Ferjou d'être venu, Eugénie Bastier du Figaro et Éric Nolot, mon cher Éric. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de votre confiance, tous les jours renouvelée. Dans un instant, c'est Céline Géraud que vous retrouvez pour Europe 1 Soir sur Europe 1.